tout le monde, bienvenue dans l'émission Nos légendes où on vous parle du parcours qu'ont fait nos légendes dans leur carrière. Aujourd'hui, comme à chaque semaine, on vous fait découvrir une légende et on sera avec une directrice, une actrice, une poète. Voulez-vous savoir qui est-ce? L'émission est Nos légendes. Karen, je suis avec vous à la présentation. Qu'est-ce que c'est tout? Là, pour vous. Connue sous le nom de Kiki, auprès de ses collègues et amis, Odile Gakile-KTC a ramené à la maison son entraînement de théâtre en France pour galvaniser la guérison après la génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Son rêve était de créer des opportunités d'expression, de réconciliation et d'espoir à travers le théâtre et les arts. Pour beaucoup dans son pays et dans la communauté artistique internationale, Odile est une révolutionnaire culturelle. Née au Rwanda, elle s'est enfuie avec sa famille au Congo pendant la génocide. Elle et ses frères et sœurs ont été élevés en exil et Odile n'avait pas appris son langue maternelle. Au départ, elle ne savait même pas qu'elle était rwandaise. Avec le temps, elle en veut embrasser son patrimoine et a entrepris de créer au Rwanda une culture artistique où il avait peu de choses et de déclarer officiellement « Mon feu pour l'humanité ». Son impressionnante carrière à ce jour comprend la création de la pièce de théâtre Des espoirs en spectacle de danse, théâtre présenté en France, au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en RDC et au Rwanda. La création d'Amizero Compagnie, la première compagnie de danse contemporaine professionnelle au Rwanda, la création d'Ingomatia, initiative des femmes, le premier groupe de percussion féminin avec sa 50 membres qui a permis de briser le tabou des tambours joués exclusivement par des hommes. Ngwinubeho, une pièce de danse-théâtre invitant à un retour à la vie par la réconciliation avec les morts. Le développement initial d'Ngwinubeho a été soutenu au laboratoire du théâtre de l'Institut Soudan en 2009, alors qu'Odile était dramaturge en résidence. Je l'ai écrit en 2009, donc à la fin, je finis en disant « Dis à papa que c'est avec ses mains que je caresse le monde. Dis à grand-mère que c'est avec son regard que je contemple le monde. Ne dis pas à tante Teta que j'ai un peu plissé sa bouche et que son sourire a perdu un peu de son éclat. Dis à tout le monde que personne n'a oublié, que même les pierres ont une mémoire, que chaque jour, nous murmurons à l'oreille du monde vos histoires. Il était une fois mon père, il était une fois ma mère, il était une fois mon frère, il était une fois la vie. » Et oui, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, comme à chaque fois, on vous fait découvrir une légende. Et devine qui on est avec aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. C'est un très grand plaisir de vous accueillir dans l'émission de légendes sur Qu'est-ce que c'est tout? C'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Oui, on est avec une directrice, fondatrice, actrice, poète, réalisatrice de films. On est avec Odile Gakile-KTC, surnommée Kiki. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Dis le surnom de Kiki. De Kiki, moi je suis née au Congo. À cette époque-là, c'était encore le Zaïre. Oui. Tiens. Et donc là-bas, il y a beaucoup de Mimi, Bibi, Kiki. Et chez nous, il y avait Bébé, Bibi et Kiki. Ça n'a rien à voir avec Odile, voilà. Mais je me sens beaucoup plus Kiki. C'est ce que je me demandais, je me suis demandé Kiki avec Odile, vraiment ça n'a rien à voir. C'est vrai, les gens croient que je m'appelle Christine. Je dis non, c'est Odile, oui voilà. Voilà, depuis que je suis toute petite, on m'appelle par Kiki. Depuis que j'ai vieilli un peu, que je fais ma sérieuse, on m'appelle Odile. Ok, vous êtes actrice, poète, artiste, directrice, réalisatrice, comme je viens de le dire. Là, je me demande, qu'est-ce que vous a dirigé sur le chemin de tout ce talent? Le hasard. Ou bien le hasard, un heureux hasard, ou bien je trouve aussi que peut-être c'était mon destin, parce que rien ne me prédestinait à ça. Ma famille, je suis la seule artiste de ma famille, j'ai pas d'oncle, de grand-père, conteur ou danseur, non, à ma connaissance, non. Donc je suis tombée dedans par hasard, j'étais un peu sur le tard, donc j'étais étudiante à l'Université nationale du Rwanda. Quand je suis arrivée à l'université, on avait commencé, c'était la même année où on avait introduit les PLM, école pédagogique de langue, je crois, que je ne me rappelle plus comment c'est. En tout cas, c'était les langues. Moi, je devais apprendre l'anglais, comme je suis francophone, et les anglophones devaient apprendre le français pour pouvoir être bilingue. Donc, c'était une longue année où on devait apprendre juste l'anglais, et c'est vrai que moi, je trouvais que l'anglais ne pouvait pas se remplir toute une année, et donc j'avais besoin de faire autre chose, j'avais besoin aussi de beaucoup m'amuser.
Donc je suis allée, j'ai voulu chanter, tiens, par hasard, l'orchestre à cette époque-là ça m'a pas vraiment, ça n'a pas marché. Et puis j'ai rencontré une très très belle troupe de théâtre qui s'appelait Flambeau de l'Espoir. Je suis toujours en admiration avec ce nom-là. Je trouve que c'est porteur de beaucoup de choses. Flambeau de l'Espoir, il y avait beaucoup de jeunes étudiants qui s'amusaient beaucoup à faire du théâtre. Et je me rappelle que la première fois que je suis allée dans cette troupe-là, je me suis sentie très bien dans le groupe. La plupart des membres venaient du Congo aussi. Et je trouvais que c'était qu'on s'amusait beaucoup et que par-dessus le marché, on était payé pour qu'on s'amuse. Moi, j'ai toujours trouvé bizarre, dès le début, qu'on me paye pour que je m'amuse. Parce que je n'avais pas l'impression de travailler, j'avais l'impression de m'amuser. Et c'est qu'après, quand j'ai reçu une bourse de l'ambassade de France pour aller faire 2 ans de théâtre à Paris, que finalement, c'était plus aussi drôle que je le pensais. C'est devenu un travail où il fallait avoir une réflexion, où il fallait construire des choses. C'était plus aussi drôle qu'avant. Mais j'avais déjà pris le virus. Et donc, j'ai fait 3 ans de sciences politiques à l'université. Et à la 4e année, on m'a offert la bourse. J'ai laissé tomber les sciences politiques. C'était clair et évident pour moi que je n'allais pas faire les sciences politiques, donc je suis partie vers 2 ans et je suis revenue. Donc du coup, normalement, je n'ai pas de diplôme de l'université puisque je n'ai jamais fini le cursus. Et je n'ai jamais ressenti le besoin d'aller finir ça. Je trouvais que le diplôme professionnel que j'avais de théâtre me suffisait pour dire ce que j'avais envie de dire au monde. Okay. Parlez-nous un peu du projet Mumatara. Quel était le message derrière ce projet? Depuis 2004, je travaille sur la commémoration du génocide. J'ai commencé avec Iryo Nabonye, qui était une pièce qui avait été écrite par des professeurs à l'université du Rwanda. J'ai fait la mise en scène, on a coécrit aussi. Et puis on a tourné pendant 3 ans au Rwanda. Donc ça m'avait agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'on tourne pendant 3 ans. Mais n'empêche aussi que le projet, je ne savais pas, je croyais que je savais ce que je faisais. Des fois aussi, les projets vous surprennent vous-même. Et donc, quand on a tourné dans les écoles, quand on a tourné aussi dans les prisons, on a tourné dans les villages, je me suis rendu compte que j'étais en train de causer du traumatisme. Puisque je racontais ce qui s'était passé en 1994, comment les gens ont été pourchassés. Voilà, je racontais l'horreur. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était important de raconter l'horreur. Pour moi, c'était la seule manière de me rappeler, de parler de 1994. Donc, mais en voyant les évacuations, à ce moment-là, il n'y avait pas de vacances pendant la commémoration. Les élèves étaient toujours à l'école. Donc, en voyant le trauma qu'on était en train de causer, les élèves qu'on était en train d'évacuer, pendant qu'ils regardaient le spectacle que j'avais créé, je crois que moi-même, ça m'a vraiment traumatisée. J'ai pris la décision de ne jamais traumatiser les gens. En tout cas, mais je savais que je n'avais pas nécessairement la réponse. Mais comment aborder le thème du génocide? Comment aborder l'horreur sans le côté traumatisant? Est-ce que c'était possible? Je n'avais pas nécessairement de réponse par rapport à ça, mais j'avais envie de me lancer dans cette quête-là. C'était quand à l'époque? C'était en 2000, donc c'était après 2014, c'était 5 ans après 2004, c'était en 2009 pour la 15e commémoration. Donc, j'avais en tout cas décidé d'aborder, de proposer, d'essayer. Ça, c'est important que je le dise, d'essayer de proposer une mémoire apaisée et apaisante. Sans nécessairement avoir la prétention de dire que voilà, je sais comment je vais faire. Donc, Mumata est venu en réponse à ce projet-là, puisqu'il était fait de plusieurs aspects. Il y avait un film documentaire qui était Feeding Roots, qu'on a fait par rapport au rôle que l'art peut apporter dans un travail de mémoire. On avait une activité qui s'appelait The Book of Life, qui était une collection de lettres écrites par des survivants ou des vivants aux victimes du génocide. On avait un album de musique qui s'appelle Mumata. Donc c'est Mumata Inganza Basura. Vous êtes la fondatrice du groupe des femmes tambourinaires Ingomansia. Là, je me demande d'abord pourquoi il était strictement interdit aux femmes d'être des tambourinaires. Pourquoi il était interdit? Moi, la première fois quand j'ai eu l'idée de créer le groupe des femmes tambourinaires, je suis partie au musée. Je savais qu'il y avait un tabou quelque part, mais je me suis dit, voilà, je veux comprendre, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment on va briser des choses importantes? Non, on m'a dit que non, c'est parce que c'est lourd un tambour et que la femme, elle n'est pas forte.
et qu'elle est délicate, qu'elle ne peut pas faire ça. Mais je crois qu'aussi qu'il y a... le tambour symbolise le pouvoir. Comme tu le sais, au départ, ce n'était joué que pour le roi, par des hommes qui étaient sélectionnés avec beaucoup d'attention. Et puis après, avec la chute de la monarchie, c'est devenu un peu plus démocratisé. Mais bon, le tabou était toujours là. La femme, elle pouvait, c'est vrai, jouer au tambour, dans le sens d'accompagner. Quand d'autres femmes jouaient ou à l'église, elle peut taper sur le tambour. Mais quoi, mukaraza, devenir tambourine percussionniste, ça c'était interdit, c'était même c'était une classe, voilà. Donc ça, c'était pas réservé à la femme, aussi parce que quelque part aussi, dans la symbolique, le tambour représente l'utérus, tiens, et puis les bâtons représentent aussi les organes masculins. Donc on dit que naturellement, une femme n'a pas de bâton pour taper au tambour. Bon, il y a plusieurs choses, plusieurs raisons qu'on peut donner à ça, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en tant qu'artiste, évidemment, toujours, même dans l'écriture des projets, je me dis, voilà, je me définis aussi, je me réclame aussi comme une citoyenne qui est consciente du rôle qu'elle peut jouer dans la société. Alors, quel est le rôle que je vais jouer? Où a-t-on besoin de moi? Où a-t-on besoin d'une intervention? Donc pour moi, il y avait le fait que le tambour, c'était un art. Le tambour, comme beaucoup d'instruments rwandais, hein, inanga, makondera, c'est des outils, des instruments de musique qui sont en train de disparaître, que personne ne joue. Donc du coup, ça m'intéressait, moi, d'aller puiser dans notre réserve, dans le terroir, dans notre culture, pour faire quelque chose. Et puis après, pourquoi les femmes? Parce que si la question était, voilà, j'avais travaillé avec des étudiants, comme j'étais dans une université, des étudiants qui avaient d'autres ambitions, de devenir avocat, médecin, pas artiste. C'est dur d'être artiste au Rwanda de toutes les manières. Et donc je me suis rendu compte aussi que la femme, dans différentes formes d'expression, elle était très absente. Elle est surtout dans la danse traditionnelle. On ne va pas trouver beaucoup de femmes musiciennes qui jouent même... à la guitare, vous savez que nous avons seulement Sophie qui joue à l'Inanga. Si on peut compter les écrivains, il y a très très peu de femmes. Donc si on regarde dans le cinéma, si on regarde dans la scénographie, dans la lumière, le son, les femmes n'étaient pas du tout là, surtout 15 ans auparavant, on était quand même très... Donc ça m'intéressait beaucoup de leur donner un espace. En tant que femme, inscrivez-vous aussi dans cet espace. Et surtout que j'avais vraiment besoin aussi de personnes qui avaient du temps. Je ne voulais plus travailler avec des gens qui avaient d'autres priorités. Les étudiants, leur priorité, c'était les études. Même si je travaillais avec d'autres personnes qui avaient du boulot, c'était leur priorité, c'est leur travail. Donc du coup, je voulais des personnes qui avaient envie ou qui pouvaient se permettre de faire du tambour leur priorité. Donc du coup, je me suis rendu compte que ça ne pouvait être que des femmes et des femmes qui n'ont pas d'autres priorités, dans le sens qui n'ont pas de travail. Évidemment, ils ont des priorités comme leur famille, mais en dehors de leur famille, elles cherchent aussi des buts dans leur vie et ainsi de suite. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des femmes. Donc on a fait des communiqués qu'on a postés un peu partout dans la ville de Butare. Et on a eu une centaine de femmes qui sont venues. Et je me suis rendu compte, waouh, les femmes, elles ont besoin de faire des choses. Et elles ont du temps, elles n'ont rien à faire, quoi. Donc elles sont venues et on avait prévu de faire du cinéma, du son, lumière... d'écrire, de faire du théâtre, mais le seul atelier qui a pris naturellement, qui sans beaucoup d'efforts, ça a été l'atelier de percussion. Les autres ateliers, par exemple du cinéma, ça nous demandait des caméras, ça nous demandait des fonds qu'on n'avait pas. Le théâtre, ce n'était pas aussi excitant et amusant que les gens voulaient faire. Ils venaient une fois, deux fois et puis ils sont lassés. La danse contemporaine, à cette époque-là, on avait les gens disaient, ah, si je fais de la danse contemporaine, je ne vais pas pouvoir faire d'enfants. On m'a dit que ce n'est pas un truc qui est bien pour les femmes. Donc, les tambours, et donc du coup, les tambours, on avait des tambours, on avait le théâtre de verdure, et la première fois qu'on a tapé sur les tambours, je vous jure, quelque chose de magique s'est passé. On a pris le virus, on a expérimenté un plaisir qu'on n'attendait pas.
c'était excitant, c'était jubilatoire, c'était réparateur. Ça nous faisait énormément de bien. De manière que dans les autres ateliers, moi j'avais toujours pour habitude de supplier les gens, please, revenez demain, demain ça va être bien, je vous jure. Alors que dans les autres ateliers, dans l'atelier de percussion, de tambour, je suppliais les gens de partir. J'ai dit, s'il vous plaît, il est 17h, il faut que vous rentriez chez vous, là, on doit fermer et tout. Donc le virus avait vraiment pris. Et je crois que là aussi, moi, je me suis dit, tiens, le plaisir qu'on ressent à jouer au tambour doit aussi être une raison pour laquelle c'était interdit. Parce que quand il s'agit de plaisir, quand il s'agit de plaisir, que ce soit sexuel, dans beaucoup de cultures africaines, pas nécessairement au Rwanda, il y a l'excision. Quand il s'agit de manger la viande de chèvre, qui est une viande délicieuse, la femme ne va pas manger. Quand il s'agit de plaisir de prendre la parole, de s'exprimer. Donc toutes les choses qui sont jouissives, on va dire, qui accordent vraiment du plaisir, de la joie, la femme, on ne lui donne pas le droit d'avoir accès à ça. Au début, les femmes n'ont pas réalisé que les tambours étaient lourds, comme le disaient les ancêtres. Mais non, c'est pas lourd. Mais comment on peut dire qu'un tambour est lourd à une femme qui a l'habitude de porter des enfants sur le dos, de mettre des bidons, des kaneyama, zikumutwe. Attends, on ne fait que porter des choses lourdes. Notre travail est lourd et pénible, le travail de la femme habituellement. On a toujours beaucoup de choses sur la tête, sur le dos et dans les bras. Donc ça c'est une excuse, c'est une excuse. Mais la femme, elle est forte. Et non, je veux dire, il n'y a même pas à aller chercher loin les travaux de chant. C'est les femmes qui font ça. Les travaux pénibles et qui payent mal. Vous allez retrouver beaucoup de femmes là-dedans. Donc voilà, le tambour, c'est vrai que c'est pas comme une guitare, c'est pas l'inanga, c'est vrai que ça peut être lourd, mais on peut gérer ça. on peut rester créatif par rapport à ça. Et que ça reste aussi une activité de force. Je me rappelle aussi que la première fois qu'on a commencé à faire les tambours, les femmes avaient peur d'avoir des biceps développés parce qu'on veut rester dans ce schéma-là de petite fille délicate et voilà. Donc voilà, et que ça a développé. Moi, je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose d'intéressant que j'aimais bien de pouvoir allier la grâce de la femme à la force qui peut être une force masculine. Comment est-ce nous, en tant que femmes, on envahit les tambours avec notre grâce et notre force. C'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les deux forces. Donc voilà, et que pour moi, c'était aussi important de travailler avec un outil, un instrument de chez nous. Et puis de proposer. Pour moi, c'est la réelle motivation, c'était de dire, voilà, si on réussit. Parce que quand on a commencé à jouer au tambour, on n'était même pas sûr qu'on allait réussir à taper au tambour. On voulait essayer voir. Et c'était l'histoire aussi, c'était que si on réussit, nous serons les premières femmes tambourinaires. Et que ça, pour moi, c'est la meilleure des motivations, puisque je leur ai dit, vous savez quoi, vous êtes en train d'écrire vos noms dans l'histoire des percussions du Rwanda. Parce qu'on va raconter l'histoire des tambours, on va dire, voilà, pendant des années, c'était comme ça, pendant des siècles. Et puis, en 2004, il y a des femmes qui ont commencé à jouer au tambour, et ces femmes-là, ce sera vous. Donc, ça, c'est une bonne motivation, quoi. Et alors, là, je m'imagine, comment avez-vous osé de briser les interdictions à la culture rwandaise? Ça ne vous faisait pas peur? Vous ne te demandez pas qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils vont dire quoi? Là, moi, je viens de briser, je viens d'aller loin de la culture, donc tout ça. Non, non, moi, je n'ai pas du tout l'impression de briser la culture rwandaise. Pas du tout. Déjà, on était dans un contexte qui permettait cela. Ça veut dire qu'avec la politique du genre du pays, les femmes étaient encouragées à aller, je veux dire, on a changé, le rôle de la femme a changé. Elle ne restait plus à la maison. Donc, dans tous les autres domaines, ça se passait comme ça, avec le Parlement, avec beaucoup de choses. Vous connaissez le voyage que le Rwanda a entrepris en termes de la promotion de la femme. Donc, c'était un environnement qui permettait cela. Donc, on ne pouvait pas, d'un côté, dire à la femme, tu peux tout faire, va à l'école, étudier des diplômes, et puis lui dire, tiens, non, tu ne peux pas jouer au tambour. Donc ce fait-là, le fait qu'on était dans une société qui était en majorité composée par des femmes, qui était en train de prendre de nouveaux rôles, a fait que personne ne pouvait questionner ça. Mais il y a aussi le fait aussi que les gens ne nous ont jamais pris au sérieux. Ils ont cru que ce n'était pas important.
Pourquoi vous voulez jouer au tambour? Moi, je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais l'argent, parce qu'on a donné des frais de transport, on a investi quand même des fonds dans cette activité-là pour les femmes. Ils ont dit, mais c'est une perte. Pourquoi ne pas leur donner cet argent pour qu'ils commencent des petits business dans les marchés, ils vendent des tomates. Alors, où est-ce que ça va les mener, le tambour? Donc, personne ne croyait pas vraiment à ça. Mais n'empêche que pour moi, ça restait un travail sérieux où il fallait aussi qu'il y ait... où on était en train de préserver, de ressusciter un art qui était en train de mourir. Donc, et puis, le twist qu'il y avait dedans, qui était que c'est des tambours qui sont joués par des femmes, a provoqué beaucoup de curiosité. Et que ça demeure une révolution qui fait que quand on tourne dans les écoles de jeunes filles, la plupart du temps, les femmes, elles sont tellement, c'est tellement, elles se rendent compte qu'elles peuvent tout faire, qu'il n'y a pas de barrière. Et je trouve que ça, il n'y a rien de plus important que de montrer à une jeune fille que tu peux tout devenir. Et que même percussionniste, même que ce tabou-là qui a été mis par des hommes, voilà, on est dans une société patriarcale où c'est les hommes qui dictent la manière de se comporter d'une femme, ainsi de suite. Et qu'il est important d'équilibrer ça. Sinon, moi je trouve que... Et encore une fois, je reviens sur le fait que je me définisse comme une citoyenne. Je t'assure que ce travail que je fais, c'est un travail citoyen où je suis en train de travailler à préserver ma propre culture et à faire en sorte que cette culture me ressemble aussi. Donc, la société contemporaine du Rwanda aujourd'hui fait que la femme rwandaise aujourd'hui peut jouer au tambour parce que les circonstances le permettent. Et ça permet aussi de rendre cet espace qui était exclusivement réservé aux hommes, que cet espace soit un peu plus juste. Donc, on parle de justesse aussi et de justice. Ça veut dire que si la femme veut jouer au tambour, elle peut taper au tambour. Si elle veut faire acrobatie, elle peut faire acrobatie. Aujourd'hui, on a des chauffeurs, on a des motards, on a des... voilà, on a des footballeuses. Pourquoi pas les percussions? Voilà, pourquoi pas? Et pour moi, c'est surtout que par rapport aux femmes, aux actrices qui se sont investies dans ce domaine-là, elles ont tout donné. Elles ont tout donné de ce qu'elles avaient, elles ont donné tout leur temps, elles ont mis leur espoir, elles ont investi dans les percussions. À part d'être toutes les fonctions qu'on a citées Oui. qui est Odile Gatile KTC en particulier, en dehors de carrière? En dehors, c'est une heureuse maman de 4 enfants. Oui. Ouais, voilà. Elle aime quoi? Elle aime quoi? Elle aime la crème glacée, tiens. J'ai un faible pour la crème glacée. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Je sais que la plupart du temps quand je dors, j'ai toujours peur de ne pas me réveiller, mais beaucoup plus d'ouvrir les yeux. Donc j'ai toujours peur d'être aveugle, donc de ne pas vraiment voir les choses comme elles sont. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chaque fois, je rêve toujours que je me réveille, mais que les yeux ne s'ouvrent pas. Donc, j'ai peur de... Donc pour moi, c'est important le regard. Le regard qu'on pose sur les choses. La personne que tu aimes le plus? La personne que j'aime le plus, moi, j'étais longtemps amoureuse de mon père. Donc voilà, mon papa. Ah ouais. Quelle est la chose que vous avez fait et que vous regrettez aujourd'hui? Que j'ai fait, je ne regrette jamais. Ça, c'est... peut-être que je devrais, mais non, je n'ai aucun regret. J'assume toujours ce que je fais. Quelle est la surprise que vous avez jamais eue? La surprise, c'est de me réveiller millionnaire. J'aurais voulu... Moi, l'argent aurait fait mon bonheur. Là, je m'imagine, quel est le souvenir d'enfance que vous avez que vous ne pouvez jamais oublier? Le souvenir d'enfant, ok. Si je peux vous aider, la chose la plus drôle que vous avez fait? Oui, non, moi je crois que c'est pour ça que je travaille sur la mémoire. J'ai une mémoire qui flanche, je ne me rappelle pas de beaucoup de choses. Mais, ouais, non, j'ai eu une enfance très heureuse. Un souvenir particulier? Ah oui,
Je me rappelle quand on était à l'école, et on avait un système quand on ne réussissait pas aux questions, on devait aller devant le maître ou la maîtresse pour avancer nos mains pour qu'il nous tape dessus. Et que la plupart du temps, on y allait en groupe, hein. Donc on avait des classes de 50 ou 40 enfants. Et donc quand on échouait à une question, nous tous on allait. Et que moi je mettais toujours ma main à côté d'autres personnes. Et quand on tapait l'autre main, moi je faisais aïe! Et puis je rentrais en faisant mine et en rigolant beaucoup parce que on m'avait même pas frappé, quoi. Oui. Et par là, qu'est-ce que vous a... Quels sont les moments que vous avez vécus et qui ont été, comment dire, malheureux, quoi? Alors, moi, j'ai perdu une sœur qui s'appelait Karine. Donc aujourd'hui, j'ai une fille qui porte son nom. Donc c'était une cousine, on va dire, mais c'était une sœur. Chez ma mère, elles sont nées, elles étaient deux. Ma mère est la cadette. Et donc sa sœur aînée, elle était restée ici. Ma mère a fui au Congo. Donc elle a pris aussi Karine à un moment pour qu'elle puisse étudier. Et puis quand on est rentré au Rwanda après 94, en 97 ou 96, il y a eu un accident de voiture et elle est morte. Et on était ensemble vraiment, elle m'accompagnait en plus. Donc pour moi c'est le drame de ma vie, puisque c'était la seule personne que ma mère gardait de sa propre famille. Tout le monde avait péri dans le génocide et elle avait réussi à garder Karine et non. Le destin avait décidé autrement. Donc ça reste un moment, il y aura toujours un avant et après Karine. Quel est le meilleur cadeau qu'on peut vous offrir? Le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir? Aujourd'hui, le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir, c'est un espace pour Ingomacha. Oui, un espace où nous allons travailler tranquille et rester pour... C'est même pas un espace, tiens, c'est un avenir pour Ingomacha. Donc les moyens de rester, de faire des tournées internationales, de former la nouvelle génération et de s'inscrire, de ne pas disparaître. Quelle est la chose que vous faites dès que vous vous réveillez? Ah, quand je me réveille, je regarde mes WhatsApp. Quand je me réveille, je regarde les messages de la nuit, les emails que j'ai. C'est la première chose que je fais. Oui. Je vous remercie énormément, Odile. Non, c'était un plaisir pour moi. C'est un très grand plaisir de vous accueillir dans l'émission des légendes sur KC2. Merci beaucoup. On espère vous retrouver à la prochaine fois quand on vous invitera. Absolument. Merci aussi. Et voilà qu'on est à la fin de l'émission Nos légendes d'aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'on parlait d'Odile Gatile-KTC. Elle est actrice, compositrice, écrivaine, mais elle insiste que les femmes doivent être toujours courageuses, on est forte, on peut tout faire. Je vous remercie tous de nous avoir suivis, sans toutefois oublier de remercier ma merveilleuse collaboration technique. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois, à la prochaine édition. Karen, j'étais avec vous à la présentation, qu'est-ce que c'est tout là pour vous.